Une date qui a failli changer le cours de l'histoire africaine. Un complot silencieux, mortel, était déjà en marche, conçu non seulement pour éliminer le président Ibrahim Traoré, mais pour plonger le Burkina Faso dans un chaos irréversible. Il ne s'agissait pas simplement d'une trahison tapie dans l'ombre. C'était une alliance calculée. Des traîtres internes et des réseaux terroristes avaient uni leurs forces. Leurs cibles, les civils, les bases militaires, la stabilité nationale elle-même. Et ils ont failli réussir. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez cette flamme inébranlable dans les yeux du capitaine Traoré, alors, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour vous tenir à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit nouveau de l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas que témoigner de l'histoire, nous l'écrirons. Au sein des rangs militaires burkinabés, un noyau de soldats loyaux est resté ferme. Ils ont refusé de trahir leur patrie. Ils ont exposé le complot de l'intérieur. Pendant un moment, on a cru que le danger était écarté. Mais ce n'était que le début de quelque chose de bien plus troublant. Car le cerveau du coup d'État ne s'est pas volatilisé. Il n'a pas fui la justice. Non, il s'est réfugié dans les bras ouverts d'un autre État africain. Accueilli, protégé, mis à l'abri. La Côte d'Ivoire. Pourquoi un pays voisin offrirait-il un sanctuaire à un homme qui a failli détruire le Burkina Faso de l'intérieur? Était-ce de la politique, ou quelque chose de bien plus sinistre? Car le traître au centre de ce complot n'était pas un agent étranger. Ce n'était pas un rebelle venu de l'extérieur. C'était l'un des leurs. Barry Abdrin, un haut gradé profondément enraciné dans la structure de commandement de Traoré. Digne de confiance. Puissant. Dangereux. Barry n'était pas imprudent. Il était calculateur. Il avait accès aux renseignements militaires de plus haut niveau. Il savait à quel point il serait catastrophique que ces informations tombent entre de mauvaises mains. Et pourtant, il les a données aux chefs terroristes. Pas par peur, pas par erreur, mais par choix. Il a choisi la trahison. En sachant que des civils innocents paieraient le prix, il a poursuivi son plan. Pourquoi? La vengeance, le pouvoir, l'argent, le contrôle. Quelle que soit sa motivation, le résultat était le même. Chaque citoyen burkinabé croyant en la paix, en l'unité, en l'espoir, a été trahi. Mais Barry n'a pas agi seul. Il a utilisé son influence pour entraîner d'autres avec lui. Des promesses de richesse, de promotion, de pouvoir. Voilà les mensonges qu'il murmurait à ses collègues officiers. Des hommes qui avaient juré de protéger leur pays, séduits désormais par le rêve de le gouverner par la violence. Et il est allé encore plus loin. Barry a ouvert un canal de communication avec la milice VDM. Il les a financés. Il a nourri leurs esprits de trahison et de haine. Il les a retournés contre leur propre nation. Ce n'était pas seulement un coup d'État. C'était une guerre psychologique. Quand les autres jouaient aux dames, Barry jouait aux échecs. Et puis, il a disparu. Juste comme ça. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour marcher à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas que regarder l'histoire, nous l'écrirons. Pendant des semaines, nul ne savait où il se trouvait, jusqu'à ce que les services de renseignement burkinabés découvrent la vérité. Il était en Côte d'Ivoire. Et ce qui glace encore plus le sang, il n'en avait pas fini. Des sources confirment désormais que l'opération continue. Depuis la ville d'Abidjan, un nouveau plan est en cours de coordination. La prochaine attaque, prévue avant juin 2025, ce n'est pas seulement de la trahison. C'est une guerre secrète. Et le temps presse.
Le 16 avril n'était qu'une tentative échouée. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont simplement reporté. Ils ont choisi de détourner les yeux. Détourner les yeux de la transformation du Burkina Faso sous Traoré. Des réformes audacieuses. De la renaissance de la fierté nationale. De cette lueur d'espoir enfin revenue dans une terre longtemps meurtrie. Pourquoi? Pourquoi un Africain conscient de notre histoire, de notre douleur, de nos avenirs volés, choisirait-il d'aider les forces extérieures à détruire ce que nous bâtissons enfin? Et c'est là que la blessure devient plus profonde. La Côte d'Ivoire. Notre prétendu frère. Un voisin. Un allié de par la géographie, mais pas de cœur. Plutôt que de se tenir aux côtés du Burkina Faso, ils ont ouvert leurs portes, déroulé le tapis rouge, aux traites. Aucun mot de condamnation. Aucun communiqué officiel. Pas même un soupir de désapprobation. Rien que le silence. Mais un silence qui hurle la trahison. Et ce n'est pas tout. Les ennemis du peuple burkinabé n'ont pas seulement été protégés. Ils ont été renforcés. Autorisés à se regrouper. À se réorganiser. À planifier la destruction de cette paix fragile pour laquelle nous nous sommes tant battus. Soenhanitz. Quiconque observe de près voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de diplomatie maladroite. Il s'agit d'une orchestration. Le président ivoirien n'agit pas seul. C'est une marionnette dont les fils sont tirés par les mêmes mains qui, depuis des générations, s'immiscent dans les affaires africaines. La France. Souvenez-vous de 2011. Ce n'est pas le peuple qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir. C'est la France qui l'a soutenu, financé, protégé dans son ascension. Depuis ce jour, il joue son rôle à la perfection. Non pas en tant que défenseur de l'unité africaine, mais en tant que garant des intérêts français. Alors non, il ne s'agit pas que de politique. C'est personnel. Cybele. Dangerix. Et désormais, la question résonne à travers tout le continent. Que fera le Burkina Faso? Que fera l'Afrique lorsque la trahison ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur? Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable, alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas de simples témoins de l'histoire, nous la construirons. Mais la vérité est encore plus profonde. L'histoire d'Ouattara ne commence pas avec la présidence. Elle commence des décennies plus tôt, lorsque la France a minutieusement façonné son avenir. En 1968, il n'avait que 26 ans lorsque la France l'a placé au Fonds monétaire international. Ce n'était pas un hasard. C'était le début d'une stratégie. Des portes se sont ouvertes avec une facilité suspecte. En 1973, il est déjà affecté à Paris, nommé chargé des missions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 2 ans plus tard, une nouvelle promotion. Puis, en 1983, la France s'assure qu'il devienne vice-gouverneur de la BCEAO. Une marionnette était en train d'être assemblée pièce par pièce. Mais voici la partie la plus sale du jeu. Pendant qu'il façonnait Ouattara, la France démantelait, en silence et avec précision, l'économie ivoirienne. Deliberate. La croissance a été étouffée. Les politiques déformées. La prospérité étranglée. Tout cela, par dessein. Et quand la Côte d'Ivoire a commencé à sombrer, quand la crise a atteint son apogée, la France a dévoilé sa solution. Ouattara, l'homme qu'ils avaient formé dans chaque institution financière, maintenant présenté comme le sauveur du pays. Mais il n'avait pas été envoyé pour sauver la nation. Il avait été envoyé pour la contrôler. Pas de chars, pas d'invasion. Juste une guerre économique, une manipulation stratégique et un homme soigneusement placé. Alassane Ouattara. La France n'a pas reculé. Même alors que l'économie ivoirienne s'effondrait, Paris ne desserrait pas son emprise. Le chaos n'était pas un obstacle, c'était le plan. Et Alassane Ouattara, il n'a pas été écarté. Il a été repositionné. La France l'a renvoyé au FMI, cette fois avec un appui encore plus puissant.
Il y revient non plus comme simple économiste, mais comme directeur du département Afrique et conseiller du directeur général du FMI. On le préparait pour la scène mondiale. Et 4 ans plus tard, il est rappelé à la BCEAO, non plus comme simple cadre, mais comme gouverneur. Un poste, bien entendu, basé en France. À ce moment-là, l'économie ivoirienne saignait. Mais cela faisait partie du plan. La destruction avait rempli son rôle. Le moment était venu. Le piège était prêt à se refermer. La France avait besoin que sa marionnette entre en politique ivoirienne. Et elle a fait ce qu'elle sait faire le mieux, manipuler dans l'ombre. Elle a mis la pression sur le patriarche vieillissant de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Affaibli, respecté, proche de la fin, il a été convaincu, certains disent contraint, de nommer Ouattara à la tête du comité de stabilisation économique. La scène était prête. Nous étions en 1990. Ouattara est présenté au peuple comme l'homme providentiel, celui qui allait tout réparer. Le sauveur économique. Mais il n'y avait plus rien à réparer. Seulement un pouvoir à imposer. Il n'a jamais été question de résoudre les problèmes. Il s'agissait d'imposer une légitimité. Il s'agissait de présenter Ouattara comme un héros national, une illusion soigneusement fabriquée. Et la France gardait une dernière carte dans sa manche, le temps. Le président Houphouët-Boigny était mourant. Il avait subi une opération de la prostate en France. Le gouvernement français le savait. Il savait que sa santé déclinait. Et il savait que sa fin était proche. Alors, ils ont agi. Dans les coulisses, la pression s'est accentuée. Et à la fin de l'année 1990, l'inévitable s'est produit. Vieux, malade, seul. Le président Houphouët-Boigny était acculé, contraint de nommer Alassane Ouattara Premier ministre. Échec et mat. La France avait ce qu'elle voulait, un homme détenant à la fois le pouvoir politique et le pouvoir économique dans l'une des nations les plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest. Une marionnette en costume sur mesure. Souriante, serrant des mains. Mais fidèle, non pas à Abidjan, à Paris. Mais la France n'en avait pas fini. Il restait une pièce à verrouiller, la loyauté absolue. Alors en 1991, ils ont scellé l'accord, non seulement sur le plan politique, mais aussi symbolique. Cette année-là, Alassane Ouattara épouse Dominique Claudine Nouvian, une Française issue des sphères les plus élitistes de l'aristocratie parisienne. Ce n'était pas une simple histoire d'amour. C'était un contrat, un signal, un message clair au monde entier. Les intérêts de la France et le destin d'Ouattara étaient désormais liés à jamais. Peu connaissent cette partie de l'histoire. Ce mariage n'a pas seulement été autorisé, il a été béni. Célébré par nul autre que Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly-sur-Seine. Oui, le même Sarkozy qui deviendra plus tard président de la République française. Laissez cela s'imprimer dans votre esprit. Quel genre de dirigeant africain a besoin que le futur président de la France célèbre son mariage? Ce n'était pas un mariage. C'était un couronnement dans la cour de France. La loyauté d'Ouattara envers la France n'était plus une rumeur, c'était un fait. Non seulement à travers son travail, mais à travers sa propre vie. Nicolas Sarkozy n'a pas célébré ce mariage par hasard. Ce moment anodin en apparence était un aperçu de l'avenir. Car des années plus tard, Sarkozy aidera à couronner Ouattara, s'assurant non seulement qu'il serve les intérêts français, mais qu'il règne sur la Côte d'Ivoire. Mais le pouvoir, à ce niveau, ne se conquiert pas en une nuit. Il faut du temps. Il faut de la stratégie. Il faut de la précision. Et la France possédait les trois. Une fois Ouattara installé au poste de Premier ministre, l'objectif suivant était évident, la présidence. Le plan français avançait, étape par étape. Et pour faire de la place à leurs marionnettes, ils ont commencé à remodeler le paysage politique. Un par un, tous ceux qui représentaient une menace, toute voix indépendante, tout politicien non aligné sur Paris, ont été réduits au silence, discrédités ou écartés. Peu importait qu'ils soient dans le gouvernement ou dans l'opposition. Si vous ne faisiez pas partie du plan, vous étiez éliminé. Puis est venu un moment critique, les premières élections multipartites en Côte d'Ivoire, en 1990. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin,
Si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable, alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour marcher à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne serons pas de simples témoins de l'histoire, nous la construirons. Cela aurait pu être un tournant, un réveil démocratique. Mais il a été étouffé presque immédiatement. La véritable opposition, Laurent Gbagbo et son épouse Simone Veil, fut arrêtée sans délai. Et ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une question d'ordre public. C'était l'effacement organisé de la concurrence. La France ne voulait pas que le peuple ivoirien choisisse son leader. Elle voulait un leader choisi pour lui, un homme qui défendrait les intérêts français, non la souveraineté africaine. Ouattara, en tant que Premier ministre, ne gouvernait pas une nation. Il exécutait une stratégie étrangère, écrite à Paris, mise en œuvre à Abidjan. Et puis, le chaos est arrivé. Le président Houphouët-Boigny est mort. Le pays est entré en crise. Confusion. Incertitude politique. Et dans l'ombre de ce tumulte, Ouattara a fait son mouvement. Aucune consultation. Aucun consensus. Il s'est autoproclamé héritier légitime. Même si le président défunt avait désigné Henri Konan Bédié comme successeur, Ouattara a ignoré cette volonté. La France était derrière lui, prête à installer sa marionnette par tous les moyens nécessaires. Mais le peuple ivoirien, lui, n'était pas dupe. Il voyait Ouattara comme un étranger. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi culturel. Pour beaucoup d'Ivoiriens, il ressemblait moins à un leader qu'à un instrument étranger. Ses liens publics et profonds avec la France, l'ancien colonisateur, ne faisaient qu'alimenter davantage leur méfiance. Était-il vraiment ivoirien, ou simplement un outil bien habillé du contrôle français? Et pour une fois, la voix du peuple a triomphé. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas que témoigner de l'histoire, nous la construirons. En 1993, Bédié a assumé la présidence par intérim. Et avec cela, les ambitions d'Ouattara et les plans de la France ont subi un sérieux revers. Mais Paris n'en avait pas fini. Ils ont simplement recalibré leur stratégie. Ils ont rappelé Ouattara sur la scène internationale pour un redémarrage. En 1994, il a été nommé l'un des 3 directeurs généraux adjoints du Fonds monétaire international. Un titre prestigieux, certes, mais surtout, un poste stratégique. Depuis ce rôle, il pouvait attendre. Planifier. Rester dans les bonnes grâces de la France. Et la France a attendu, elle aussi, jusqu'au moment opportun. Ce moment est arrivé en 1999, lorsque la France a une fois de plus rappelé Ouattara sur la scène politique ivoirienne. Mais un problème subsistait. Un secret, enfoui dans des documents officiels et murmuré dans les coulisses du pouvoir. Les origines d'Ouattara n'étaient pas entièrement ivoiriennes. Il était né au Burkina Faso. À première vue, cela pourrait sembler anodin. Mais dans un pays avide de retrouver son identité nationale, volé depuis longtemps par des mains étrangères, cela signifiait tout. Cela signifiait qu'il n'était pas éligible à se présenter à l'élection présidentielle de 1995. Et ainsi, Bédié a été réélu. Mais la France n'a jamais oublié. Elle n'abandonne pas ses pions. Elle les repositionne. Et voici le retournement. Les origines burkinabées d'Ouattara, longtemps enfouies, souvent écartées, pourraient bien expliquer ses actions actuelles. Son ingérence présumée dans les affaires du Burkina Faso, au nom de la France, ne relèverait pas de la fraternité, mais d'une stratégie. Et bientôt, nous plongerons plus profondément dans cette connexion glaçante. Mais d'abord,
Revenons à l'instant où tout a basculé encore une fois. Alors que la poussière semblait enfin retomber en Côte d'Ivoire, le chaos est revenu. Le président Henri Konan Bédié, choix du peuple, a été renversé lors d'un coup d'État militaire soudain. Cela s'est produit quelques mois seulement avant les élections de 2000. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé dans les coulisses. Les archives officielles restent floues. Mais le calendrier est trop précis pour être ignoré. 4 mois. C'est tout ce qu'il a fallu. 4 mois après qu'Alassane Ouattara a quitté le FMI et est revenu en Côte d'Ivoire, un coup d'État. Coincidence? Peut-être. Mais beaucoup pensent que non. Beaucoup pensent que la France a tiré les ficelles. Une fois de plus. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance. Si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin. Si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable. Alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Pas seulement pour soutenir, mais pour vous tenir à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. De 2000, ses origines burkinabées le disqualifiaient. Alors, qui s'est levé à sa place? Laurent Gbagbo, le même homme qu'Ouattara avait jadis fait emprisonner, se tenait désormais victorieux. Et la France? Furieuse. Mais la France ne pique pas de crise. Elle mène des guerres froides. Pendant la décennie suivante, elle a lancé un véritable siège économique contre l'administration de Gbagbo. Il ne s'agissait pas de simples critiques, mais bien de sabotage. Les aides furent suspendues. Les prêts? Gelés. L'allègement de la dette? Bloqué. Tout cela orchestré via les mêmes institutions internationales où les alliés d'Ouattara siégeaient, dans le silence, ou pire, la complicité. Le plan était clair, isoler Gbagbo. Affirmer son government. Le faire passer pour un échec. Mais l'économie n'était pas leur seule arme. En 2002, à peine 2 ans après le début du mandat de Gbagbo, la guerre civile a éclaté. Et encore une fois, le même schéma est apparu. La plupart des analystes s'accordent aujourd'hui à dire « La France a soutenu la rébellion, armant et appuyant les combattants alliés à Ouattara dans le nord. » Ce n'étaient pas de simples rebelles, c'étaient des soldats stratégiquement positionnés pour fracturer le pays. Et cela a fonctionné. La Côte d'Ivoire a été déchirée. Le nord contre le sud. Les hommes d'Ouattara contre le gouvernement. Le chaos n'était pas un dommage collatéral, c'était la mission. Et cela ne vous semble-t-il pas familier? Destabilisation. Une marionnette en embuscade. Des puissances étrangères cachées derrière le masque de la diplomatie. C'est exactement la même formule utilisée aujourd'hui au Burkina Faso. Combien de fois encore l'Afrique devra-t-elle tomber dans le même piège? Ce qui a suivi n'était pas de la violence aléatoire. C'était de la brutalité coordonnée. Armées, entraînées, déchaînées, les forces d'Ouattara dans le nord ont délibérément alimenté le bain de sang. La nation a été littéralement divisée en deux. Gbagbo tenait le sud. Ouattara contrôlait le nord. Et la France? La France a envoyé des troupes, non pas comme force de maintien de la paix, mais comme force d'exécution. Elle prétendait être neutre, mais ses bottes marchaient au pas, avec son protégé. 10 ans. C'est la durée pendant laquelle le conflit s'est éternisé. 10 ans de sang, de ruines et de trahison. Une génération entière a grandi sous les balles. L'économie s'est effondrée. Les familles ont fui. Les villes se sont effondrées. Puis, en novembre 2010, la Côte d'Ivoire a tenu une élection présidentielle. Une nation brisée s'est rendue aux urnes. Fatiguée. Meurtrie. Désespérée. Priant pour que quelque chose, n'importe quoi, puisse ramener un semblant de normalité. Un filet d'espoir. Mais ce qui est venu ensuite, ce n'était pas la paix. Et alors, la France a joué sa carte finale. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face à une grande puissance. Si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin. Si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré cette flamme inébranlable. Alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Aux côtés d'une vague d'éveil, d'une vague de fierté, de l'esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur.
Ensemble, nous ne ferons pas que regarder l'histoire, nous l'écrirons. Ils n'ont pas simplement soutenu Ouattara, ils l'ont intronisé. L'homme même responsable de la division, du sang versé, de la guerre civile, était désormais présenté comme le sauveur. Avec le soutien total de l'armée française et de leurs alliés internationaux, Ouattara a lancé une dernière offensive. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas fait campagne. Il a conquis. Son armée rebelle a déferlé sur le pays, ville après ville, village après village. Ce n'était pas une victoire propre. Pendant plus de 3 mois, la Côte d'Ivoire a brûlé. Les rues d'Abidjan, le cœur économique du pays, ont été transformées en champs de bataille. Les rebelles soutenus par la France se sont affrontés violemment aux soldats loyaux au président Gbagbo. Le ciel était noir de fumée. Le sol, rouge de sang. Et puis, est venu le chapitre le plus sombre. Alors que les forces de Ouattara prenaient d'assaut le palais présidentiel, elles ont laissé derrière elles une traînée d'horreur. Des villes entières ont été massacrées. Dans un seul village, plus d'1 millier de civils ont été massacrés. Des vies innocentes effacées. C'est donc lui, l'homme que la France appelait un sauveur, un dirigeant élevé non par les urnes, mais par le sang. Ce n'était pas la démocratie. C'était une prise de pouvoir hostile, déguisée en légitimité. Et aujourd'hui, il traite le Burkina Faso de la même manière. La marionnette, le maître. Le même vieux scénario. Un nouveau pays. Mais même face à la dévastation, Laurent Gbagbo ne s'est pas rendu si facilement. Il est resté debout, entouré de soldats ivoiriens fidèles, refusant d'abandonner son peuple. Alors, que fit Ouattara? Il a appelé un service. Il a contacté Nicolas Sarkozy, son vieil ami, désormais président de la France. Et le 3 avril, Sarkozy a transformé un hôtel de luxe à Abidjan en salle de guerre. Il a donné l'ordre, protéger Ouattara à tout prix. Et alors, le coup est parti. 1500 soldats français, déployés sans le consentement du peuple ivoirien, ont encerclé la résidence de Gbagbo. Mais ils ne se sont pas contentés de l'encercler, ils l'ont anéanti. Des hélicoptères ont lancé des missiles. Les chars ont tiré. Le palais présidentiel a été réduit en ruines. Gbagbo a été capturé comme un criminel dans son propre pays. Et ainsi, en 2011, la marionnette de la France a été couronnée roi. À partir de ce moment, les Ivoiriens n'ont plus jamais vraiment gouverné la Côte d'Ivoire. La France est restée aux commandes, subtile, invisible, mais toujours présente, tirant les ficelles, écrivant le scénario. Et aujourd'hui, le même schéma se répète au Burkina Faso. Regardez bien, l'histoire n'est pas écrite par ceux qui se courbent, mais par ceux qui osent se lever. Ce combat ne se résume pas à Traoré contre Ouattara, ni au Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, c'est l'affrontement entre une Afrique éveillée et un passé qui refuse de mourir. Si nous choisissons le silence aujourd'hui, demain il ne restera plus rien à défendre. Mais si nous choisissons la vérité, le courage et la souveraineté, alors l'avenir nous appartiendra. Ce n'est plus un avertissement. C'est un appel. Une page nouvelle s'ouvre, et c'est à nous d'en tenir la plume.